Bonjour à tous et bienvenue dans À l'écoute des experts, une émission enregistrée sur le Salon des services à la personne et la Silver Economy Expo. Avec nous, Hugues Vidor, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert du jour, vous êtes directeur général d'ADEDOM. ADEDOM, une fédération qui regroupe énormément d'organismes, c'est ça ? 300 organisations associatives, donc des entreprises associatives qui interviennent dans le domaine de l'aide, du soin et de l'accompagnement à la personne. En association, ça veut dire on est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est une autre approche par rapport aux entreprises privées ou pas ? Tout à fait. Notre objectif, c'est d'abord le prisme du bénéficiaire. C'est de prendre en compte en premier la situation de la personne, quel que soit son âge, quel que soit son handicap, quel que soit son lieu d'habitation. Et si c'est loin, eh bien on y va. Si elle est pauvre, on y va aussi. C'est-à-dire, c'est l'idée que toute personne a le droit d'être accompagnée. C'est très important. Et le deuxième point, c'est que nous sommes des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on est sur un projet collectif partagé avec une mission d'utilité sociale. Et si jamais il y a des excédents, ils sont réinvestis dans le projet. Ils ne viennent pas nourrir des actionnaires. Malgré ces intentions fortes et louables, comme tout le monde, vous avez du mal à recruter parce que dans le secteur, il y a plein de métiers en tension. Pourquoi ? Alors d'abord, un chiffre qui donne un peu le cadre général, 25 000 métiers en tension au niveau de la branche de l'aide et du soin à domicile. C'est considérable. Ça veut dire qu'on a dans l'ensemble des organisations une intervention sur 5 qu'on peut faire partiellement, mais pas totalement. Les raisons sont multiples. Elles sont surtout liées pour nous à la question de la reconnaissance et à la question de la rémunération. Reconnaissance de ces métiers en tension, aide à domicile, auxiliaire de vie, technicienne d'intervention sociale et familiale, aides-soignants qui ont fait un travail formidable pendant la crise Covid et qui sont remerciés, qui sont mis en exergue, mais pour autant qui restent totalement illisibles dans l'espace public et surtout qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Alors, quelles sont les solutions ? Ça passe par le dialogue social, ça passe par une volonté de tout le secteur d'augmenter les salaires, mais est-ce possible ? Alors, nous partons d'un postulat qui est de dire on est sur des financements de la solidarité nationale. L'ensemble de nos actions est concentré autour des personnes vulnérables. Donc, à partir de là, chaque fois que nous négocions des accords dans la branche de l'aide et du soin à domicile, comme on est sur un financement public, il faut qu'il y ait un agrément public. Et force est de constater que malgré les avenants que nous avons signés, puisque le dialogue social est extrêmement fécond dans la branche de l'aide et du soin à domicile, eh bien, ces accords ne sont pas appliqués forcément localement. Ça ne veut pas dire partout, mais localement. Ce qui veut dire que, par exemple, pour donner un exemple concret, nous avons eu une inflation de 12% en 2 ans. En 2022, nous avons signé un accord pour remonter de 4%, le dernier accord qu'on a signé sur les salaires, de 54, l'avenant 54, pour remonter de 4%. Qu'est-ce qui se passe sur les départements ? Vous avez un certain nombre de départements qui vous disent moi, je n'ai pas négocié l'accord, donc je ne signe pas. Mais on croit rêver. Ce n'est pas les départements qui signent l'accord. C'est l'ADF et la DGCS, l'association, l'Assemblée des départements de France et la DGCS. Mais force est de constater que sur les territoires, ça ne marche pas. Du coup, conséquence, vous avez un employeur qui respecte la convention collective et qui rémunère à hauteur les salariés et qui se retrouvent en difficulté. Au-delà de ces difficultés-là, il y en a d'autres, notamment sur le métier. On parle de pénibilité au travail, de la qualité de vie au travail. Est-ce que les choses évoluent ? Parce que, bien sûr, on dit aussi que ces métiers sont durs. Ah mais absolument. Et je dirais l'ensemble de notre action, elle est là aussi pour reconnaître ces métiers, les valoriser et travailler sur justement l'organisation du travail. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, alors soit au niveau des fédérations, soit au niveau de la branche. Je vous en prendrai un au niveau de la branche qui est intéressant. C'est une cellule d'appui psychologique. Vous savez, quand on s'occupe de personnes en situation de fragilité, il y a des moments difficiles, voire des fins de vie. Et les professionnels, notamment les auxiliaires de vie, ont besoin d'en parler. Alors, elles en parlent dans leur structure, mais aussi elles peuvent en parler à titre personnel parce qu'il y a une charge émotionnelle importante auprès d'une plateforme. C'est une plateforme que nous avons mis en œuvre. Et puis, au niveau de la branche et au niveau des fédérations, on travaille beaucoup sur la question de la prévention.
sur la prévention des risques avec des programmes de formation sur le sujet, de l'aide par exemple pour les conduites sur la neige, dans des situations difficiles parce que c'est aussi des conditions de travail. C'est également sur les temps d'intervention. Ce que nous ne supportons pas aujourd'hui. Mais vraiment, et là on peut afficher une forme de scandale en disant c'est pas possible. On ne peut plus considérer qu'on peut faire véritablement une mission d'accompagnement de personnes vulnérables en moins d'1 heure. Et vous avez encore des conseils départementaux qui vous disent, bien nous, on demande que ça soit à la demi-heure et certainement pas à l'heure pour faire des économies, ce qui fait que ça provoque des problématiques pour les personnes elles-mêmes, aux accompagnants, parce qu'elles doivent changer très souvent d'accompagnement dans des délais extrêmement contraints, donc la pénibilité existe. Donc on se bataille là-dessus et on travaille sur la question des organisations innovantes, justement avec des exemples où les responsables de secteur ont plus d'autonomie, sont en charge d'un certain nombre de familles et de personnes pour justement les amener à voir autrement ce métier et à travailler. Mais quand on interroge, dernier point, quand vous interrogez les techniciens d'intervention sociale et familiale et les auxiliaires de vie, elles vous disent toutes qu'elles font, parce que c'est 95% des femmes, toutes qu'elles font un métier passionnant. Un métier passionnant, un métier qui doit être défendu. Et alors, quel est le message ou qu'attendez-vous aujourd'hui des pouvoirs publics ? On en attend beaucoup. Pour autant, on a vu du changement. Et c'est un élément positif dans l'exécutif, avec la présentation de la feuille de route d'Aurore Bergé, avec le débat au Parlement qui vient d'avoir lieu sur le projet de loi Bien vieillir. On a vu des annonces sur une carte professionnelle. On a vu des annonces sur une réforme du financement, j'insiste pas, mais qui est kafkaïen dans notre secteur. Et donc il y a besoin de simplifier, mais il y a besoin de mieux reconnaître les professionnels et de mieux rémunérer les professionnels avec une mission jusqu'à 2027. Pour nous, c'est un peu trop tard, mais il faut aller plus vite. Mais ça, c'est quand même intéressant. Il y a aussi ce que Dominique Libaud avait proposé, qui est le service public départemental de l'autonomie, qui permet d'allier entre les agences régionales de santé et les conseils départementaux pour permettre, et c'est toujours le souci de la personne, pour permettre aux bénéficiaires de s'y retrouver. Et ça, c'est important parce qu'il n'a pas à se perdre dans toute une série d'administrations. Il y aura demain une seule entité, le service public départemental de l'autonomie, pour le conseiller. Et on espère que ce service public départemental de l'autonomie ira plus loin, permettra d'associer à la gouvernance, on parle de démocratie sanitaire aujourd'hui et c'est important, à la gouvernance du service départemental, des bénéficiaires, mais aussi les fédérations. Et le dernier point, si on veut être complet, on a besoin d'une plus grande régulation entre le Conseil national de la solidarité et autonomie et les départements dans le cadre du financement, d'un financement qui est un financement public, je le rappelle, qui est un financement public auprès de publics vulnérables. Et pour nous, il y a besoin de contrôle, mais de contrôle des structures, mais de contrôle des départements. Merci beaucoup Hugues Widor. Alors si vous voulez en savoir plus et retrouver les offres d'emploi qui sont proposées dans vos structures, il faut aller sur le site internet www.adedom.fr. Au revoir et à bientôt.